Alors, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue bienvenue pour le webinaire du GRESM. Je ne sais plus le numéro combien, Muriel, mais voilà. Est-ce que tu peux passer la slide de Virginie, s'il te plaît? Donc, le GRESM, c'est le groupe de réflexion sur l'ergothérapie en santé mentale. C'est une communauté de pratique de la NFE qui réunit des ergothérapeutes bénévoles. Pour en savoir plus sur le GRESM, vous trouverez un webinaire de présentation sur la chaîne YouTube du GRESM. Et sur le site de la NFE, vous aurez aussi accès à tout ce qui est documents et infographies créés par le GRESM. Vous rappelez que la NFE, c'est le principal organisme représentatif de la profession d'ergothérapeute auprès des représentations nationales et internationales sur tous les territoires et auprès de tous les décideurs sur les grands projets de société. Et vous rappelez que la NFE a besoin de nos adhésions parce qu'une adhésion est une voix et que chaque voix auprès des décideurs compte. Virginie, je veux bien la slide d'après. Alors, les webinaires du GRESM, donc Muriel et moi sommes référentes. Ils ont lieu une fois par mois. Là, il y aura une pause estivale. On va se retrouver en septembre. Ils avaient lieu le jeudi soir, mais ils vont probablement changer et passer au jeudi midi. La date exacte et les thèmes sont annoncés sur les réseaux sociaux du GRESM. Ils sont ouverts à tous, étudiants, professionnels, personnes concernées, aidants, professionnels d'autres métiers, adhérents ou pas à la NFE. Si vous souhaitez proposer un webinaire ou une communication sur un autre format en lien avec la santé mentale, vous pouvez nous envoyer un mail à gresm.anfe@gmail.com. La slide d'après. Nous allons laisser la parole à Virginie qui va nous parler de la chute, du problématique de la chute lorsque l'on accompagne des personnes qui ont une problématique en santé mentale. On vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure pour échanger. Merci Virginie. Bonjour à tous. Je m'appelle Virginie Paupier. Je suis ergothérapeute en hôpital de jour à Decize exactement, pour le compte de l'établissement public de santé mentale de la Nièvre, le CH Pierre-Lot. Je vais vous présenter la prévention primaire du risque de chute en santé mentale, parce qu'une chute peut sembler banale, mais ses conséquences ne le sont jamais vraiment. C'est ce constat qui a donné naissance à notre projet de prévention en santé mentale. Je vais vous donner quelques données chiffrées, que ce soit au niveau national et puis mondial, et aussi sur le secteur sud de la Nièvre, le secteur sur lequel je travaille. Je vous présenterai aussi les préconisations des autorités de santé, les facteurs de risque de chute spécifiques à la santé mentale, quelle place l'ergothérapeute peut prendre, et ensuite je vous présenterai le projet de prévention avec les bilans qu'on a mis en place, les intérêts et les limites d'un tel projet. Je vous montrerai les premiers résultats du premier groupe de prévention de cette année. Et puis, on finira par les perspectives d'évolution d'un projet comme celui-ci. Alors, tout d'abord, la chute, elle a des conséquences physiques, psychologiques et sociales. Elle va intervenir dans de nombreuses situations de vie quotidienne, que ce soit à domicile ou lors d'activités courantes. C'est la deuxième cause de décès accidentel ou de décès par traumatisme involontaire dans le monde. Elle entraîne 684 000 chutes mortelles par an. Au niveau de la France, on a plus de 100 000 hospitalisations et plus de 10 000 décès par an. Une étude de Santé publique France, menée de février à mai 2024, sur Internet et au téléphone auprès de 35 000 Français, âgés de 18 ans à 79 ans, a pu montrer que la chute était plus fréquente aux âges extrêmes de la vie. La population des 18-29 ans, en fait, elle a un pourcentage élevé de chute en rapport avec des prises de risques. Et puis, plus on avance dans l'âge et plus ce risque de chute augmente. L'an passé, j'ai pu participer au CREX, c'est le comité de retour d'expérience pour analyser en fait les fiches de signalement des événements indésirables. C'est les fiches que les agents hospitaliers font lorsqu'il y a un incident dans l'établissement.
Donc, ce graphique, il représente en fait la répartition par thème, donc par incident, du 1er janvier au 11 octobre 2024. Et donc, vous pouvez voir que la chute représente en fait la majorité des déclarations, soit 21% des déclarations. Pourtant, ce secteur-là n'est pas particulier puisqu'il va comprendre une unité d'hospitalisation, des centres médico-psychologiques, des centres d'accueil thérapeutique de groupe, un hôpital de jour dans lequel je travaille et 3 appartements de transition. La Cour des comptes, elle rapporte qu'en fait, la chute est sous-estimée et sous-déclarée en France. En fait, donc ça concerne tous les établissements, que ce soit donc EHPAD, que ce soit les hôpitaux, donc hôpital général ou hôpital en psychiatrie, le médico-social. Et donc, la Cour des comptes, elle va rapporter qu'en fait, au niveau donc de tous les signalements, il n'y a que 7100 événements indésirables graves qui sont signalés, alors que en fait, les études estimeraient que le nombre serait plutôt de 160 000 à 375 000 incidents par an. Alors, pourquoi en fait la chute, elle est sous-estimée et sous-déclarée? C'est que souvent, la chute, elle est perçue comme normale ou inévitable. C'est-à-dire que ça va être un ensemble de préjugés que c'est toujours les mêmes qui tombent. De toute façon, on n'y peut rien. En gros, c'est un petit peu ça. Et donc, autre événement, c'est que les chutes sans blessure sont généralement non tracées dans les dossiers. Donc, c'est en fait un mélange de banalisation du risque. Il y a aussi une crainte des conséquences de la part des soignants parce que le signalement, le fait de signaler, c'est perçu non pas comme un acte de soin, mais plutôt comme une faute médicale, alors que c'est faux. Ça peut venir aussi de défaillances organisationnelles ou du manque de formation, et puis une absence de culture de sécurité. Autre chiffre, c'est que en fait, les patients chuteurs ne signalent pas forcément leur chute. Baromètre Santé publique France 2024 a dit que 30 à 50% des chutes en fait sont non déclarées aux professionnels de santé. Donc, les préconisations des autorités de santé, donc c'est le ministère chargé donc de l'autonomie en février 2022 qui a donc créé un plan anti-chute. Ce plan anti-chute, donc, qui comprend 5 axes, donc savoir repérer les risques de chute et alerter, aménager son logement, proposer donc des aides techniques à mobilité, préconiser une activité physique donc régulière, et puis donc la téléassistance. Petit point sur la téléassistance aujourd'hui, grâce à l'avancée de l'IA, on a vraiment des solutions numériques anti-chute, puisque du coup, on peut prédire, que ce soit en établissement ou à domicile, il y a des systèmes qui vont prédire une anomalie comme une absence de mouvement, voire même analyser quotidiennement donc la santé globale de la personne et donc ses mouvements. Ce plan anti-chute, il comporte aussi donc un axe transversal, donc informer, et je ne vois pas la suite. Donc, ce plan anti-chute, donc même s'il ne concerne que les plus de 65 ans, on peut appliquer donc ce plan à toute population dans une démarche de prévention. Informer et sensibiliser, Virginie. Merci, je ne l'avais plus en tête et je ne le voyais pas. Donc, les facteurs spécifiques de risque de chute donc, en santé mentale, donc, on va avoir donc, les facteurs intrinsèques donc, qui vont concerner la personne. Donc, il y a donc les troubles cognitifs. Donc, c'est lorsque le jugement il va être altéré et que ça va entraîner une mauvaise perception de l'espace et donc une désorientation. Il y a les troubles de l'équilibre et donc la faiblesse musculaire. Ensuite, donc, il y a les facteurs iatrogènes. Donc, c'est tout ce qui va être lié donc, aux médicaments. Donc, les psychotropes et les sédatifs majorent donc le risque de chute. Les antidépresseurs aussi, lorsqu'on baisse ou qu'on arrête le traitement. La polymédication donc, va majorer le risque de chute. Et donc, la polymédication, c'est à partir de 4 médicaments, ce qui est souvent le cas donc, sur la santé mentale.
Ensuite, donc, il y a les effets secondaires de traitement tels que les antihypertenseurs, les antiarythmiques qui vont donc majorer ce risque de chute. Il y a donc les facteurs comportementaux, donc l'agitation, l'impulsivité, tout ce qui va être manque de vigilance, les prises de risque, on en parlait tout à l'heure pour la tranche d'âge jeune, les consommations d'alcool et toxiques, la sédentarité, les troubles alimentaires et les troubles de sommeil. Il y en a bien d'autres, puisque j'aurais pu citer aussi le non-port de lunettes alors qu'on a des problèmes de vue. Ensuite, donc, dernier type de facteurs, c'est les facteurs environnementaux. Donc, que ce soit donc, sur le domicile et aussi sur les établissements. L'encombrement à domicile peut faire tomber. Éclairage insuffisant, le sol glissant ou inadapté, et puis donc tout ce qui va être aménagement, que ce soit peu importe la pièce, la cuisine, la salle de bain, qui serait inadapté. Aussi, donc, les personnes donc, atteintes d'une maladie mentale donc, ne sont pas exempts de la coexistence de nombreux problèmes de santé chronique ou de maladies aiguës. Je pense à l'hypoglycémie ou à la déshydratation. Et puis, un fait un petit peu plus spécifique pour la santé mentale, ce serait donc, et qui va engendrer un gros risque de chute, c'est le délirium très mince et le post-critique épileptique. Donc, il y a l'article scientifique de Grenier donc, et d'autres en 2014 qui a donc montré qu'il y avait une relation bidirectionnelle en fait entre le symptôme dépressif et la chute. Donc, en fait, le symptôme dépressif va majorer donc le risque de chute et puis la chute va donc déclencher des symptômes dépressifs. Concernant donc la place de l'ergothérapeute sur le risque de chute, donc l'ergothérapeute, il y a toute sa place par son approche centrée sur l'interaction entre la personne, l'activité et l'environnement. Il a différentes compétences, il va permettre d'évaluer le risque de chute, il va permettre de repérer les facteurs de risque donc liés à la personne, à l'activité et à l'environnement. Il va observer les déplacements, les transferts, les activités de vie quotidienne. Il va proposer des adaptations donc, du logement et puis conseiller aussi des aides techniques. Il va prévenir les situations à risque sans réduire l'autonomie. Il va renforcer la confiance de la personne en ses capacités. Il va pouvoir faire éduquer la personne et son entourage donc aux bons gestes du quotidien. Et enfin, il va favoriser donc le maintien à domicile et puis la participation donc aux activités. Donc, le projet de prévention que l'on a mené, donc, il s'appelle Chute à zéro. Donc, c'est une des réponses de prévention primaire que nous avons apportées avec mon établissement. Et donc, elle est à destination de patients qui présentent un risque de chute ou ayant déjà chuté. Donc, sur orientation des référents médicaux et puis selon leur projet de soins personnalisé. La prévention de la chute, elle est plus efficace lorsqu'elle peut associer l'ensemble des expertises de différents métiers. Donc l'infirmière, l'ergothérapeute, l'enseignant APA, le kinésithérapeute, le médecin, le psychologue, le pharmacien, le diététicien. Donc une collaboration qui est importante. Pour moi, celle qui a été primordiale sur ce projet-là, c'était donc la collaboration avec une infirmière par son analyse de l'état clinique et surtout sur son approche médicamenteuse du patient. Les objectifs principaux de ce projet, donc de prévenir les chutes chez les patients à risque ou ayant déjà chuté. Réduire le syndrome post-chute, préserver l'autonomie et améliorer la qualité de vie, favoriser le maintien à domicile. Les objectifs spécifiques sont notés, mais je vous les présenterai tout simplement dans la décomposition des différentes séances. Au niveau organisation, donc, on a prévu 4 sessions par an, à raison donc de 1 jour par semaine sur 3 séances. On prend des groupes de 6 personnes et puis donc ça se passe donc au niveau de l'hôpital de jour, donc en prise en charge ambulatoire.
Les matériels dans lesquels donc, on a investi, donc c'est le jeu pédagogique Prévent de chute, donc, qui nous a semblé adapté. Après, il y en a plein d'autres. On a pris donc du matériel d'équilibre et puis un parachute pour tester un petit peu et exercer l'équilibre en groupe. Le tapis de gym, c'est pour le relevé de sol. Et les anneaux de pilates, c'est pour donc inciter donc à une gym plutôt douce. Donc, les 3 séances sont décomposées comme ceci. Donc, la première, c'est identifier les risques. Donc, pour le patient, ça va être de comprendre ce qu'est une chute, ses conséquences, et de pouvoir surtout exprimer son vécu au groupe. On passe par des évaluations. Donc, on évalue la peur de tomber et on fait donc un bilan moteur. Je vous les présenterai un petit peu après. Ensuite, pour le patient, c'est surtout donc d'identifier ses propres facteurs de risque. Et puis, donc, la séance se clôture par un parcours moteur. Pour la séance 2, donc, c'est prévenir les chutes. Donc, c'est de pouvoir identifier ce qui peut faire tomber, alors que ce soit donc au domicile ou à l'extérieur. Comment sécuriser et aménager son logement. Et puis, donc, un travail corporel par le biais d'exercices de pilates et d'équilibre. Et donc, une sensibilisation aux bienfaits de l'activité physique. La séance 3, donc, c'est sur les traitements médicamenteux et le relevé de sol. Donc, l'infirmière peut présenter donc l'impact des traitements, mais surtout donc l'intérêt d'une bonne observance médicamenteuse. On aborde donc l'hygiène de vie et puis donc on fait la révision globale par le jeu pédagogique, donc Prévent chute. Et donc nous faisons l'apprentissage et puis surtout la mise en pratique du relevé de sol et donc un bilan final à la fin. Donc, les bilans qu'on a mis en place, donc en premier, on met le Time Up and Go. Donc, c'est un test qui a été développé par Mathias Nayak et puis Isaki en 86. C'est un outil qui est valide, qui est sensible, spécifique et fidèle. Et il va permettre rapidement de mesurer le risque de chute. Il va évaluer donc l'équilibre statique et dynamique, la vitesse de marche, donc la capacité de coordination, les fonctions exécutives et le transfert assis-debout. Au niveau matériel, il est simple, donc une chaise, un mètre ruban, un chronomètre, un plot ou au moins un marquage au sol pour marquer donc le demi-tour. Il est gratuit et ne nécessite pas de formation. Donc la personne, elle va se lever d'une chaise, marcher 3 mètres, faire demi-tour et revenir et s'asseoir. En deuxième donc bilan que l'on propose, donc c'est l'échelle d'équilibre de Berg. Donc c'est le Berg Balance Squall. Donc il a été développé par Catherine Berg en 89. C'est un outil qui est valide et fidèle. Lui comporte 14 épreuves physiques avec donc des transferts et puis des activités statiques. Donc il va permettre de mesurer l'équilibre statique et dynamique pour la population de tout âge. Donc il est pour tout le monde. Il est un peu plus long, il va durer 15 à 20 minutes et donc il est gratuit et ne nécessite pas de formation. Au niveau matériel, il est simple aussi. Il faut une chaise avec accoudoir, une chaise sans accoudoir, un step et un chronomètre. Donc, concernant donc, le questionnaire de la peur de tomber, donc c'est le Fall Efficacy Squall International. Donc, c'est un outil qui a été créé dans le cadre du projet européen, donc Prévention of Fall Network Europe. Et donc, c'est Yadley et Beyer et puis d'autres qui l'ont créé. Donc, c'est un auto-questionnaire avec 16 items notés donc de 1, pas du tout inquiet, et 4, très inquiet. Donc, il est centré sur des activités de vie quotidienne. Il est facile à administrer et il est reconnu pour avoir de bonnes propriétés psychométriques. Ensuite, donc, il dure entre 5 à 10 minutes et il est gratuit, ne nécessite pas de formation. Et il n'y a pas de restriction d'âge non plus. Donc, voilà pour les bilans que l'on propose donc sur la séance 1. Donc, l'intérêt et le bénéfice de ce projet, donc pour le patient, ça va être de réduire son risque de chute et les complications associées. Les complications associées, elles peuvent être donc physiques, ça peut être fracture, plaie, luxation,
Mais il y a aussi les complications au fait de rester au sol. Donc, je pense à la phlébite, l'embolie pulmonaire, la déshydratation, les escarres, l'hypothermie. Mais il y a aussi donc un gros risque de rhabdomyolyse, pardon. Ça va être la destruction des fibres musculaires, avec libération de la myoglobine. Et donc, ça va donc léser ou fatiguer les reins et ça peut engendrer un risque de mort. Il y a donc aussi tout ce qui est complications psychologiques. Donc, on l'a vu, la peur de tomber, le repli, l'anxiété, la perte de confiance et la diminution des activités. Donc, pour le patient, ce projet va lui permettre de préserver son autonomie, sa mobilité et sa confiance dans ses déplacements, de favoriser donc le maintien des activités, d'adapter son environnement, ses habitudes de vie et de connaître les aides si besoin. Et puis, donc, comme tout groupe, de partager son expérience entre pairs. Pour l'établissement, donc ça va réduire les complications et améliorer donc la sécurité des soins. On va être sur du dépistage précoce du risque de chute. Et donc, ça va donc, de façon globale, ça va améliorer la qualité de soins et grâce à des protocoles, passer par une évaluation donc systématique et à une meilleure coordination. Donc, on va être sur une culture de sécurité et non aller vers une immobilisation systématique, car l'objectif, c'est de réduire donc les chutes évitables et graves, mais non pas d'empêcher toute mobilité. Les premiers résultats donc, de ce projet, donc, on a fait un questionnaire de connaissances en fait, qu'on a distribué sur la séance 1 et sur la séance 3, sans pour autant donc, corriger. Et donc, on a eu une amélioration à 75% au niveau des connaissances sur le risque de chute. Ensuite, donc, par une enquête de satisfaction à la fin de la 3e séance, on leur a demandé donc d'évaluer leur degré de vigilance futur sur leur environnement et leurs habitudes de vie concernant le risque de chute. Donc, vous pouvez voir l'échelle analogique, donc c'est plutôt positif. Donc, les limites et contraintes du projet. Donc, pour le patient, il faut on ait l'adhésion du patient sur ce projet. Il faut qu'il soit assidu, donc qu'il soit là sur les trois séances. Il faut avoir conscience qu'il y a un rythme d'apprentissage, qu'il faut qu'il soit adapté à tous, parce que sinon, donc effectivement, on peut avoir de la démotivation. Il faut avoir conscience aussi qu'on peut avoir une chute aussi lors des exercices d'équilibre ou lors des bilans. Un des petits points noirs pour moi, ce serait l'absence de transfert sur le domicile, puisque le patient il doit être en capacité aussi donc à transférer ses acquis lors des séances sur son domicile seul. Donc potentiellement développer une visite à domicile pour aider donc à transférer les acquis sur le domicile. Et comme tout projet de groupe, on a le risque que le patient se compare aux autres, tant au niveau physique que cognitif. Pour l'établissement, donc, il faut mobiliser donc 2 agents minimum. Donc, ça peut déstabiliser le service. Il faut former donc le personnel et puis donc le coût du matériel. De façon globale, donc, c'est un projet qui nécessite du temps, qui nécessite des moyens humains et matériels. Il faut l'adhésion des patients, mais aussi des équipes. Et ça peut être difficile à mettre en place de façon durable. Une limite qu'on n'a pas forcément conscience, mais dans tous les cas, effectivement, ça ne va pas supprimer tous les risques de chute. Donc, il faut en avoir conscience aussi. Donc, les perspectives d'évolution, il faut donc former et sensibiliser les professionnels donc, dans le temps. Il faut réévaluer régulièrement le risque de chute. Il faut pouvoir ajuster les actions préventives. Et donc, il faut intégrer ce projet dans l'organisation de l'établissement pour que ça ne repose pas sur une action qui soit que ponctuelle. Et puis, donc, étendre l'intervention de ce projet sur l'ensemble des sites de l'établissement.
C'est ce qui est mon cas, puisque à l'heure actuelle, donc je suis que sur ce projet se présente que sur le secteur sud de la Nièvre et le but ce serait de l'étendre donc à l'ensemble du département. Un petit point en plus, donc l'ergothérapeute, de par sa vision donc holistique, il a tout intérêt à prendre sa place sur la prévention du risque de chute en santé mentale et non pas exclusivement sur les domaines de la rééducation fonctionnelle ou de la gériatrie. Car nos patients, en fait, ils vont présenter un nombre de facteurs de risque de chute important. Moins de chute, c'est plus de confiance, plus de mobilité et de participation. Prévenir ce risque, c'est donc renforcer le pouvoir d'agir de nos patients. Donc, je vous remercie de votre attention, mais ce n'est pas tout à fait fini, puisque du coup, j'ouvre le débat sur un petit questionnaire pour qu'on puisse en échanger. Donc, la question 1, la chute entraîne des risques de dépression. Oui, madame. Oui, moi je suis d'accord aussi. D'accord aussi. Très bien. La question 2, donc on dénombre plus de 500 000 chutes mortelles par an dans le monde. Je crois que c'est plus. Un peu plus. Ouais, c'était Oui, pas 600 quelque chose mille? 600 oui, quelque chose. 80 000. Mm. C'est énorme, hein, Virginie, Oui, quand même. c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Oui, Ouais. oui. C'est... Ouais. Du coup, la question 3, on parle de polymédication à partir de la prise de 2 médicaments. 4. 4. Très bien. Question 4, donc les tests moteurs, Berg et donc le TUG, nécessitent beaucoup de matériel et de préparation en amont. Pas du tout. Non. Complètement faux. Les tests sont très simples. Et donc, question 5, je vous laisse la lire parce que je ne vois pas la moitié du texte. Le rôle de l'ergothérapeute chez le patient à risque de chute se traduit uniquement par l'aménagement du domicile. Non plus. Ben J'ai- non, hein. On a, on a bien écouté. C'est Charge parti. globale. Personne, activité, environnement. Voilà. Euh, Euh, Donc 100% de bonnes réponses. Merci, Virginie. De rien. c'est super. J'avais Euh, pas conscience qu'il y avait autant de risques ouais, de chute. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus marqué là, c'est que les gens ne le disent pas, ouais. aussi bien du côté des patients que du côté des thérapeutes. Ça, c'est super Mm. intéressant parce Mm. qu'effectivement, ça peut être banalisé. Et c'est Oui, vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on pense à faire alors que ça a l'air super important. oui. C'est pas Tout à forcément signalé déjà en amont fait. par les patients. Ouais. Mm. Moi, Et- maintenant, c'est vrai que sur par exemple, les appartements de transition ou l'hôpital de jour, les patients m'ont repéré et donc ils viennent m'en parler à moi. Mais c'est vrai que initialement, ils n'en parlent pas. Mm. Et les professionnels non plus, avec vraiment cette idée que si une personne est tombée, c'est ils sont coupables de quelque chose. Mm. Ouais. Pas coupable, mais enfin Moi, oui, c'est ce qu'ils c'est me disent, il y a une forme de culpabilité, quoi. Ouais, voilà, ils sentent oui, une culpabilité de ne pas avoir. ouais, C'est considéré comme, enfin, ouais, ils pensent que c'est considéré comme une faute médicale le fait qu'un patient soit tombé, ouais. alors que non, c'est pas le cas. Mm, Mm. mm, C'est exactement ça. mm. Et même quand on fait les formations relevées de chute pour les professionnels, il y a vraiment cette idée à déconstruire que aussi, c'est pas, enfin, qu'on va pas forcément pouvoir empêcher la personne de tomber, quoi. C'est Mm. pas, si la personne doit tomber, elle va tomber. Mm. Il Et faut en même temps, accepter. Il faut ouais, on n'est Mm. pas des Superman et que ben, récupérer quelqu'un qui est en train de chuter, c'est compliqué, mais c'est vraiment à déconstruire ça, effectivement. Mm. Oui, Et la personne, je pense qu'il y a toujours un peu une honte, un peu d'être tombée. Ouais. oui. La plupart des chutes à domicile, c'est vrai elles sont pas du tout signalées. Souvent, en fait, c'est plutôt le soignant qui va dire, ben, ah, vous avez une plaie. Enfin, et c'est là Mm. Mm. que, en
ça va être signalé. Oui, Et ouais. le patient, Mm, initialement, ne le dira pas, en ouais. fait. Et ce qui est compliqué aussi en santé mentale, c'est quand il y a des difficultés cognitives qui se rajoutent. Et Oui, du coup, la personne, des fois, elle n'arrive pas à nous raconter vraiment les circonstances de sa chute aussi. oui, Donc, c'est difficile de comprendre, quoi. Mm. tout à fait. T'as Ah, pas c'est beaucoup. intéressant. Je ne Merci. sais pas si vous, enfin, je pense que vous ne me voyez pas. Je suis désolée, ma caméra doit bugger. Alors, je Euh, peux arrêter le partage, moi, parce que sinon, je vois personne, en fait. Hop là. d'accord. Bon, tant que vous m'entendez, c'est l'essentiel. Oui, En tout cas, j'entends. merci beaucoup. Moi, ça me fait vraiment écho parce que du coup, actuellement, je travaille en EHPAD et j'interviens auprès de différents publics et notamment un public de gérontopsychiatrie. Oui. Et c'est drôle parce que du coup, tu utilises Prevent-Chute et actuellement, avec ma collègue APA, on réalise 10 séances auprès de ce public, donc de certains résidents en particulier qui ont tendance à chuter ou qui ont chuté quelques fois mais qui se maintiennent encore au niveau de leur indépendance. Et on est amené à utiliser en fait le jeu Prevent-Chute, Oui. mais on l'a un petit peu détourné, c'est-à-dire que au vu de notre public, on a créé un support un petit peu plus étoffé, un petit peu plus gros, avec des écritures un petit peu plus grossies aussi. On Mhm. utilise un dé, donc voilà, on a un petit peu dévié en fait l'utilisation de ce jeu. Mhm. On a surtout gardé en fait des cartes sur lesquelles il y avait des informations chiffrées, voilà, qui venaient vraiment en appui finalement de nos dires à l'oral. Et toi, tu parles plutôt, je crois, de pilates, de choses, voilà, peut-être d'activités physiques adaptées, un peu douces. Nous, on a fait le choix sur cette session-là parce que c'était aussi une demande des personnes qui avaient envie de participer au groupe, d'être dans une activité un petit peu plus dynamique. Donc, je ne sais Mhm. pas si vous connaissez la pratique de l'Irox. C'est très en vogue Mhm. actuellement. Voilà. Et du coup, on s'est basé en fait sur les exercices d'Irox qu'on est venu complètement adapter à notre public, hein, parce qu'il y a des choses qui sont normalement très, très lourdes, lestées, etc. Donc là, le but, c'était pas de les mettre en difficulté, mais bien au contraire de les mobiliser. Mhm. Et entre chaque petit exercice, donc on leur propose 4 exercices, il y a quelques exercices de marche ou bien du vélo aussi entre chaque. Voilà. Et on propose du coup, enfin nous, on aurait aimé proposer aussi un temps avec une infirmière de l'établissement, mais je vous cache pas que c'est compliqué d'un point de vue organisationnel et d'équipe. Voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'on propose dans les dites séances? À la fin, on va proposer une chambre des erreurs, puisque comme travaille en établissement d'EHPAD, voilà, finalement, ils sont plus dans un lieu de vie personnel, ils sont dans un lieu de vie commun, avec une chambre, voilà, qui se ressemble. Donc, on s'est dit que ça pouvait être pertinent finalement de venir réaliser une mise en situation dans une chambre d'un résident et de proposer une chambre des erreurs au groupe de patients, mais aussi à certains soignants qui arriveront à se libérer peut-être sur ce créneau-là, en Oui. plus des séances de relevé de sol. Voilà. Donc oui, ça me fait vraiment écho ce que tu proposes. Ben, nous, donc, on fait un petit peu le même système. Donc, quand on parle du domicile, on a montré donc des images de salle de bain, des images de cuisine, et puis avec des photos où il faut dire là où sont entre guillemets les risques, et puis Voilà. après avec la photo où il n'y a plus de risques. Donc, Mmh. voilà, Ouais, super. on a rigolé un petit peu parce que on voyait dans la cuisine la gamelle avec enfin la gamelle du chien, et sur Ah. la photo donc correcte, il y a plus de gamelle, donc il y a plus de chien. D'accord. Oui, parce qu'après, ils ont des fois tendance à vouloir tout enlever du Ouais. coup, mais voilà. C'est ça. Donc, Le chaussage et les pieds des pieds est pas très. Enfin, Oh là là, alors vaste euh, sujet. je oui, trouve que t'as pas. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais n'a pas été beaucoup évoqué. Mais alors si, moi il fait partie justement du diaporama sur le domicile. ouais. Après, je peux vous en montrer des bouts si vous voulez, ce Parce que que je moi, en peux. général, en institution, un patient chuteur, je commence par regarder les pieds. Alors C'est vrai. moi, le diaporama que j'ai fait, c'était vraiment, en fait, c'est à eux de valider Ouais. ce qui est. Alors, il faut déjà que j'aille le Parce que j'ai chercher. déjà eu les ongles pas coupés qui repassent dessous. Oh là là, oui. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et après, on me dit la personne, elle chute. Bah, oui. Hmm.
Enfin, Chute. je leur dis que moi, je suis pas la fée clochette, donc déjà, on va couper les ongles des pieds. Mince. Si c'est Que celui-là. l'idée, c'est qu'on dit aux ergots, faites quelque chose. Bah, coupe les ongles des pieds déjà, puis après, je reviens après pour voir. Je suis C'est bon. d'accord avec ce point de vue. Souvent, en tant qu'ergothérapeute, on nous demande d'aller vraiment auprès de la personne et en gros de se débrouiller avec la situation. Et moi, j'ai toujours cette sensation, notamment en EHPAD, de devoir débroussailler et orienter, aller finalement taper aux bonnes portes de mes collègues. Alors attends, là, il faudrait peut-être que tu vois ce truc-là. Un tel devrait peut-être venir. Enfin, et on a l'impression d'être un peu, oui, celui qui vient orienter et débroussailler une situation complexe, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez en grand écran là. Ouais. Mm. Oui. Oui, Euh, Ouais. c'est moi qui vois mal, par contre. Euh, donc voilà, en fait, c'est sous forme de voilà, est-ce que j'ai plus de chances de tomber dans une pièce ou dans Tu l'autre? peux, tu Mm. peux descendre un petit peu parce qu'on voit pas tout. Ouais. Ah Mm. oui. Descends un tout petit peu. Ouais, J'ai. voilà. Ouais, Super. voilà. Encore. Ouais. Voilà, Faut peut-être super. que je Ouais. dézoome. Mm. Ouais, ou tu dézoomes, ouais. Je sais pas. Hop. Oui, le zoom. Et Là. petit. Ouais, voilà. Ah bah super. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Voilà, il est simple, hein, moi. Donc patient hôpital de jour. Donc désencombrer les pièces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc retirer les câbles, les tapis, ranger tout ce qui est par terre. oui. Puis je parle aussi de tout ce qui est assise aussi. Ouais. Ok. Euh, voilà, montrer. Et puis bon, normalement il est interactif, on voit la réponse qu'à la fin, hein. Oui, oui, oui. Puis montrer ce qu'il faut. Donc, on évoque le chaussage aussi, donc avec ce qui est bien et pas bien. Mm. Je parle un petit peu des choses Ouais. pratiques de la vie, hein, voilà. Oui. Des choses simples et que des choses Ouais. abordables. Des Mm. choses simples, voilà. Et puis, beaucoup la lumière, parce que moi, je me suis rendu Oui. compte qu'en fait, il y en a beaucoup, beaucoup qui n'allument pas la lumière, en fait. Mm. Donc, voilà, est-ce que du coup, c'est eux qui disent, ah bah oui, effectivement, quand je me lève la nuit, je n'allume pas, ainsi de suite. Les Mm. escaliers, donc là aussi, on a des belles révélations sur les domiciles, hein, avec Mm. des escaliers enfin, sans rambarde, ainsi de suite. Voilà. C'est Mm. c'est des choses simples. Qu'est-ce qui peut faire tomber? Donc, normalement, bah là, ils ont pas les réponses. Mm. Mm. Et ton idée de le faire en groupe, c'est pour faire un peu comme la version ETP avec des échanges comme ça de stratégies Oui, entre les personnes. tout à fait, tout à fait. Donc là, bah voilà, c'est ça les petites images que j'ai pu trouver Super. Mm. toutes prêtes. Voilà, les escaliers, et puis la salle de bain, et puis voilà, ce que je disais, la gamelle du chien. Plus de chien. Ouais, Mm. un peu de tapis. Puis ce que je Voilà. trouve intéressant, c'est qu'effectivement, dans la mesure où les gens échangent entre eux, ça, effectivement, ça leur permet de retrouver le sentiment de pouvoir aider l'autre, de pouvoir donner des conseils à l'autre, voilà. Et ne serait-ce que d'évoquer le domicile un petit peu Ouais, voilà, aussi. sur des choses simples aussi. Mais Oui, Mm. effectivement, tu disais qu'il manquait la visite à domicile après. oui. Moi, je pense que ça, parce que si le patient n'est pas en capacité à transférer seul Mm. les acquis, en Mm. Mm. fait, il manquerait cette visite à domicile. Mm. Mm. Voilà, sur proposition après, hein, mais en tout cas pour venir voir effectivement quelques éléments. Mm. Oui, Mm. parce que pour le moment, tu peux pas le faire, c'est ça? Ben, pas, alors je peux le faire qu'avec en duo avec une infirmière Ah oui, c'est vrai, ouais. et puis pas dans ce cadre-là parce que du coup je suis pas prescrite pour ça. Voilà. Ah oui, D'accord. d'accord. Ok. Mm. Mm. Donc quelque chose à développer par la suite. Mm. Mm. C'est sûr que quand on travaille en institution, on est dans le lieu de vie. Donc, du coup, il y a Mm. des choses qui se facilitent. Mais il y en a d'autres qui compliquent aussi, remarque, hein. Je veux Mm. dire, Mm. ouais.
Et j'avais pas cette notion non plus de lien entre chute et dépression comme ça. Oui. Et Si. puis peur après de tomber, qui fait que les gens bougent moins, s'engagent moins, participent moins, et donc dépriment encore plus. Ça, c'est ce cercle vicieux, là, j'avais pas perçu. Si. Alors après, Donc, moi, effectivement, Propose. les personnes avec qui je bossais, c'était pas des personnes âgées. Et puis même les personnes addictes, bah, je me questionnais pas sur ça, tu vois. Parce qu'en plus, quand je bossais en addicto, moi, je faisais des interventions ponctuelles une fois dans la semaine, ce qui fait que j'avais pas accès aux personnes ni à leur domicile, ni le restant de la semaine. Je faisais vraiment des actions très ponctuelles en ETP. Mm. Et je m'étais jamais questionnée sur ça. C'est intéressant, vraiment. Moi, j'essaye de leur proposer pour tout ce qui est patient addict aussi, parce que Mm. c'est en fait c'est les premiers justement à ne pas dire qu'ils ont chuté, qui Ouais. chutent. Et c'est pour ça aussi que, pour le coup, lien chute-dépression, c'est pour ça que moi, souvent, je dis, et c'est mal perçu à chaque fois, hein, mais je préfère quelqu'un qui marche en déambulateur que quelqu'un qui marche pas du tout. Enfin, je préfère quelqu'un qui bouge avec une aide à la marche que quelqu'un, voilà, parce que on sait très bien que dans le réduction d'activité, ben, derrière, les conséquences sur la santé mentale, elles sont catastrophiques, quoi. énorme. Et l'apprentissage aussi du relevé de sol, moi, qui pour moi est Ouais. essentiel, parce que justement, bon, après, qui n'intègrent pas forcément les aménagements de domicile, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais par contre, qui puisse se relever seul du sol, ça, c'est essentiel. Ça évite des situations catastrophiques, Oui. Ouais, ouais. Oui, puis vraiment. c'est ce que tu disais, j'aime beaucoup, ça redonne du pouvoir d'agir, en fait. Ok, je suis tombée, mais je suis pas obligée de rester au sol, en fait. Je peux Je me peux me relever, lever, Mm, je peux faire quelque chose, quoi. tout à Et fait. j'aimais beaucoup ton lien, effectivement, avec le pouvoir d'agir, quoi. On est exactement là-dedans. Mm. Mm. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Virginie, de tout ça. Euh, Merci. et effectivement, c'est vrai qu'en, enfin, je parle de moi, c'est vrai que souvent, quand on est en santé mentale, on a tendance à oublier le corps, quoi. Mais en fait, non, on est vraiment sur une prise en charge globale et tout est lié, en fait. Tout est Tout lié. à fait. Et c'est vrai que pour avoir accompagné des personnes avec syndrome post-chute, derrière, c'est dur, hein. Mm. C'est, pour que la confiance Vraiment revienne, c'est pas Utiliser facile. le travail corporel. Mais plutôt, moi, je l'utilisais plutôt comme un soin personnel pour que la personne, elle fasse des automassages, qu'elle reprenne conscience de son corps. Voilà. Mais j'avais jamais pensé à intégrer des choses comme ça. Mm. Et effectivement, il vaut mieux éviter que le syndrome post-chute arrive parce que quand il est là, après, c'est compliqué. Ouais, parce qu'après, ça peut devenir, c'est presque l'équivalent après d'un trauma. Ah, mais Donc, Ah, mais complètement. c'est un trauma. C'est un trauma. voilà. Ouais, c'est ça. Mm. Tout à fait. Donc, ça fait quelque chose de surajouté sur la problématique psychique qui est déjà présente. Ouais. C'est Et ça. après, on est vraiment sur un cercle invertueux, quoi. C'est l'enchaînement des catastrophes, quoi. Ouais, Mais le côté, c'est difficile à faire entendre parfois à certains accompagnants, quoi. Parce que ce soit des aidants naturels ou professionnels. Parce que, ben oui, c'est bon, elle est tombée, elle a c'est bon, un pas après l'autre, quoi. Bah, Mm. Oui, mais c'est le but justement d'agir pour pas que ça se reproduise. ouais. oui, parce que là, quelque part, tu proposes aussi une information, voire une formation des collègues. Et Oui. ça, ça fait partie de la prévention aussi, donc de Bah faire oui. connaître notre métier et de la prévention. Mm. Action sur l'environnement social, Muriel. Elle me fait des traductions occupationnelles. Je te fais du Kirill Hofner dans le texte, mais bah oui, oui, oui. Voilà. De toute façon, c'est prise en charge holistique, donc c'est Ouais, vraiment tout, tout ce qui va graviter autour de la ouais, personne. Oui. Et c'est, je pense que, voilà, pour faire un peu de promo pour l'ergothérapie, c'est notre cœur de métier, ouais, Tout Mm. à prendre en charge la globalité. Tu parlais des infirmières, les infirmières, c'est top fait. pour tout ce qui va être prendre en charge la santé, tenir compte de la santé somatique, des médicaments, Mm. mais ça suffit pas. C'est ça. et ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, quand on est au niveau des JNE,
On essayait vraiment de faire entendre, on aurait bien aimé que des ergothérapeutes qui bossaient en soins somatiques ou en fonctionnel viennent, ou en SSR viennent, pour entendre que la santé mentale doit être prise en compte aussi. Et à ce moment-là, il y en a dans la salle qui ont dit ce que tu nous as montré là, à savoir qu'il faut aussi tenir compte des problématiques fonctionnelles et ou somatiques quand on travaille en santé mentale, parce qu'on peut avoir tendance à découper un petit peu les choses, et c'est dommage. Et justement, de par notre vision holistique, on ne doit Oui. pas. Ouais. Et de vérifier la vue et l'ouïe aussi, très important. Oui, Ouais. aussi. C'est pour ça que je me suis permis de le rajouter, parce que c'est pas spécifique à la santé Non, mentale, non, mais je me suis permis de le rajouter oralement. mais c'est l'occasion, quoi. Un petit check, ça peut. Ça peut, c'est comme quand, c'est un autre sujet, mais quand on a des personnes repliées, c'est intéressant de vérifier comment ils entendent aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'était super. Alors moi, le Thumbs Up on Go, je le connaissais, mais l'échelle de Berg et le questionnaire sur la peur de tomber, je ne les connaissais pas. J'en utilisais d'autres en fait, mais pas ceux-là. Ouais, Ouais, je trouve qu'ils se complètent. Ben, le Tug et le Berg se complètent ouais, bien. ouais, Et moi, personnellement, j'aime beaucoup le oui, questionnaire de la peur de tomber, puisque ouais, là, pour le coup, on est vraiment ouais, sur de l'ergothérapie pure, puisque c'est ouais, vraiment sur les activités de vie quotidienne. Et mm, puis, c'est la vie de la mm, personne, ouais. c'est son avis. Et du C'est- coup, ça ouvre aussi une discussion là-dessus, Oui, Ouais. en fait. tout à fait, Ça évite justement le j'ose pas en parler, ou j'en parle pas, ou j'ai oublié. c'est ça. Tu utilises, Estelle, toi, tu l'utilises en EHPAD, le questionnaire sur la peur de tomber? Non, je le connaissais pas du tout justement, donc super outil que je garde. Et Non, il se oui, trouve sur Internet, hein, vous le trouvez facilement, il est gratuit, hein, donc, Je d'accord. trouve que, ouais, Il est super. ouais, Souvent, quand on pose la question comme ça en initial, voilà, est-ce que vous avez peur de tomber? Les personnes, elles vont vous dire non. Et puis, une fois qu'en fait, par le questionnaire et les différentes activités, ah bah si, bah du coup, bah Mm. si je vais me déplacer, aller faire mes courses à pied, bah non, là, non, oui, non, j'aurais peur de tomber. Enfin, voilà, mm, Mm. ouais, deux ouais, choses. mm, Que si on pose la question globale, en fait, généralement, la personne, elle répond bah non. Hmm. mm, Voilà. mm. Donc là, c'est une auto-évaluation, c'est bien. Mm. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Virginie ou d'autres choses à partager? Ouais, que c'était super intéressant. Ah, merci. Merci Et en beaucoup. plus, étayé sur des données probantes, hein. Ah Là, oui. Et du rien coup, à redire. bon, du Je coup, on va change. arrêter l'enregistrement, je pense, puis on va rester quand même en Merci ligne. beaucoup, Mais Virginie. Merci. merci. Tu peux rester, Merci. Estelle, hein,